Sur Sud Radio à 9h22, on va parler de Manif et chuchotement. Un syndicaliste dans les secrets de la République, c'est aux éditions Flammarion, un livre passionnant, vous allez le voir, truffé d'anecdotes sur la coulisse des négociations syndicales avec les 4 présidents de la République qu'il a vu passer quand il était secrétaire général de Force ouvrière et ce durant 14 ans. Bonjour Jean-Claude Mailly. Je montre. Bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous le dites, vous l'écrivez, vous avez vu défiler 11 ministres du Travail, 7 premiers ministres, 4 chefs d'État. Forcément, la question qui nous brûle les lèvres avec Philippe. Alors, dites-nous tout. Quel est le président avec lequel vous avez préféré travailler ou en tout cas négocier ? Au-delà des positions, des accords ou des désaccords que l'on pouvait avoir, il y a eu des désaccords avec tous les présidents de la République. Moi, l'expérience me dit que ce qui est important, c'est quel type de relation on peut avoir, est-ce qu'on peut se parler directement, avoir des réponses aux questions précises. Et je dois reconnaître que celui, au moins pendant les 3 premières années où ça a fonctionné, ça peut surprendre, mais c'était Sarkozy. Quand je discutais avec lui, à la fin, je savais si c'était oui ou non. Vous dites qu'il était cash. Il était très cash, oui. On savait à la fin de la réunion si, on a obtenu satisfaction ou non, c'est pas possible. C'est ça. Avant Sarkozy, il y avait Chirac, je montre votre livre. C'est vraiment, il y a beaucoup d'anecdotes très croustillantes. Bon, il y en a une qui m'a amusé. On apprend qu'à plus de 60 ans, Jacques Chirac ne savait toujours pas se servir d'une tireuse à bière. Oh bah alors ça, c'est ça que vous avez retenu. Vous, non, mais ça, j'ai trouvé cette anecdote très amusante. Oui. Mon prédécesseur, Marc Blondel, une fois voyait Jacques Chirac à l'Élysée, et Jacques Chirac lui dit on va se prendre une mousse, donc bière. Et il sort des bouteilles de Corona. Mot à la mode en ce moment. Oui, bravo. Et Blondel lui dit écoutez, vous buvez de la Corona, c'est pas possible, c'est mexicain, il faut boire de la bière française. Et Blondel avait fait livrer une tireuse à bière à l'Élysée pour Jacques Chirac, et la fois d'après, Jacques Chirac a essayé de remplir un verre et c'est parti partout, quoi. Il a éclaboussé tout, il ne savait pas s'en servir. Et c'est Blondel qui lui a appris. Oui. Alors, au-delà des anecdotes qu'adore Philippe, on le sent dans votre bouquin, vous avez beaucoup d'affection pour le président Chirac. Pour vous, il avait vraiment une fibre sociale sincère. Vous en parlez comme un radical socialiste. Oui, je crois qu'au fond de lui-même, c'était un radical socialiste. Après, son parcours politique a montré qu'il pouvait être très dur, et notamment sous l'influence de certains conseillers comme Marie-France Garot et Pierre Juillet. Mais l'homme, au fond de lui-même, était très humain et d'un contact facile et plutôt radical socialiste. C'est, je pense, lié à ses origines, y compris familiales et géographiques. Mais justement, parmi les présidents, vous en avez quand même connu 4, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. J'ai l'impression finalement que c'était Chirac le plus à gauche. Mais on était dans un contexte différent, Philippe, aussi. À l'époque, on était encore sur le septennat, puis un quinquennat ensuite. Et ça veut dire que le président de la République, c'était vrai pour Mitterrand également, mais c'était vrai pour Chirac, laissait faire son Premier ministre sur beaucoup de plans. Moi, je me souviens très bien, par exemple, qu'en 2006, quand il y a eu les grèves contre le contrat première embauche, c'était une idée de Dominique de Villepin, qui n'était pas obligatoirement conseillé là-dessus et soutenu par Jacques Chirac au début. Et donc le quinquennat a beaucoup changé les choses ensuite. Et tout remonte à l'Élysée aujourd'hui. Depuis le quinquennat, tout remonte à l'Élysée. En termes de bonnes idées, Dominique de Villepin, il y a eu aussi la dissolution d'avril 97. C'est peut-être pas le meilleur exemple, Jean-Claude Mailly. Le CPE, c'est pas le meilleur exemple de dialogue social, et la dissolution non plus, même si le fait que la dissolution ait conduit à une cohabitation, c'est peut-être un des éléments qui a permis la réélection de Jacques Chirac. Ouais. Alors Jean-Claude Mailly, en revanche, vous n'êtes franchement pas tendre à l'égard de François Hollande, dont vous écrivez « C'est impossible de lui faire confiance ». Vous ne l'épargnez pas. On sait qu'en 2016, vous êtes notamment opposé à la loi travail de Hollande. Pour vous, quoi, il a été le moins à gauche des présidents. On parlait du plus à gauche. Forcément, c'est pas forcément lié aux étiquettes politiques. Ça a été compliqué avec Hollande. Oui, les étiquettes politiques, vous savez, c'est compliqué. Moi, j'ai pu voir des gens dits de droite qui étaient plus sociaux que des gens dits de gauche. Des noms. Mais il y en a dans les ministres du Travail, par exemple. Vous avez des ministres que, même si on a eu des désaccords, comme Xavier Bertrand, qui a une fibre sociale, par exemple. Martine Aubry aussi, il l'avait aussi dans un autre camp politique. Mais vous
savez, c'est toujours compliqué avec un gouvernement. Comme toujours, ce qui est important, c'est est-ce qu'on peut se parler franchement. Voilà. Et avec François Hollande, le problème, c'est qu'il est humainement sympathique. Hein, c'est pas ça la question. Mais quand vous discutiez avec lui, quand vous demandiez une réponse précise, c'était difficile à avoir. Je disais toujours à mes amis, si vous voulez jouer avec François Hollande, il y a un jeu qu'il faut éviter, c'est le ni oui ni non. Parce que vous êtes sur le terrain. Faut garder de l'humour là-dessus. Et forcément le président Macron, alors, on ne joue pas ni oui ni non, ni gauche ni droite. Non, c'est autre chose. Sur le plan des relations, en tous les cas, pendant la campagne électorale, il n'avait pas été tendre avec le syndicalisme à l'époque en disant les syndicats, ça doit rester dans l'entreprise, ça ne doit pas travailler au niveau national, ça c'est du ressort de l'intérêt général, donc de l'État et de moi. Voilà. Ouais. J'ai cru quand il a été élu président, je me suis dit, il a vite rentré dans le costume, parce qu'on a eu les ordonnances, et il a accepté de discuter avec les syndicats. Je dis ça, c'est plutôt bien. Mais il faut reconnaître que ça n'a pas duré très longtemps, et que quand il y a eu la réforme de la SNCF, rappelez-vous, avec les grèves perlées, il a réussi à passer son projet, et je crois qu'à partir de là, il a cru qu'il pouvait tout faire. Et la négociation, les concertations avec les syndicats se sont très raréfiées ensuite. Et puis, d'une certaine manière, je ne dis pas que c'est le seul élément, mais on a eu les gilets jaunes. Ouais. On va en reparler, ça, des gilets jaunes et notamment la crise ou pas du syndicalisme. On a pas mal d'auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Vous restez avec nous, bien sûr, Jean-Claude Mailly, pour parler de cet ouvrage Manif et chuchotement, un syndicaliste dans les secrets de la République, Sud Radio. On est avec vous, il est 9h28. Et à 9h31, c'est la suite du petit-déj de l'actu avec notre invité Jean-Claude Mailly, l'ex-secrétaire général de Force ouvrière durant 14 ans, auteur de Manif et chuchotement, un syndicaliste dans les secrets de la République, et aux éditions Flammarion, un livre que nous montre Philippe à l'écran si vous êtes sur sudradio.fr en vidéo. Alors on parlait des présidents, de vos rapports avec les présidents. On a évoqué Macron, Chirac, Corona, Sarkozy, mais c'était pas un président. Justement, Sarkozy, le chapitre qui lui est consacré s'appelle « Du gaullisme social à l'ère Buisson ». Excusez-moi, pour moi, le gaullisme social, Jean-Claude Mailly, c'est Philippe Seguin. Voir Sarkozy qualifié de gaulliste social, ça m'a, je vous l'avoue, un peu interpellé. Au début, en tout cas. Oui, non, vous n'avez pas tort sur ce point-là. Ce que je veux dire par là, c'est que Sarkozy, comme d'autres présidents, n'avait pas de culture sociale, n'a pas de culture sociale historiquement, c'est pas son expérience, etc. Mais il avait su bien s'entourer. Et en fait, quand on a par exemple eu la crise financière de 2008, il y a eu une période de concertation très assidue avec l'Élysée à l'époque, et je considère qu'il a globalement bien géré cette crise. Et c'est ça, je veux dire, pendant la crise de 2008, parce qu'il était bien entouré, avec des gens qui connaissaient bien le social, la dimension sociale de la crise a été prise en considération. Et c'est là, je dis, ça se rapprochait du gaullisme social. C'est pas historiquement un gaullisme social, c'est vrai que c'est Philippe Séguin notamment qui a porté ça, y compris dans les années 90 et en 95 avec la fracture sociale, mais le fait que le fait d'être président, de traverser une période économique difficile, l'a amené, conseillé à prendre en considération le social. C'est ça que je veux dire. Et après, la dernière période, bon, il s'en est éloigné. Les 2 dernières années, il était en pré-campagne électorale et ça a été beaucoup plus dur et le social avait un peu disparu. Pour revenir au président Macron, oui. Vous écrivez qu'il n'a pas de culture sociale du tout. Vous dites qu'il est déconnecté de ce que vivent les gens. Aujourd'hui, votre regard sur la réforme de l'assurance chômage, si vous deviez encore négocier avec lui aujourd'hui, si vous étiez encore à la tête de FO? Déjà, comme les syndicats le demandent aujourd'hui, moi je demandais de retirer cette réforme de l'assurance chômage. Normalement, on n'a pas à négocier avec le gouvernement sur l'assurance chômage. C'est une négociation entre le patronat et les syndicats. Et il y avait un accord qui était en cours à l'époque, qui avait été signé en 2017, et c'est le président qui a exigé qu'on renégocie cet accord. Et en fait, quand on regarde les choses aujourd'hui, encore aujourd'hui, avec y compris les modifications que le gouvernement a apportées, vous avez 1,5 million de chômeurs qui vont perdre pas mal en allocation. Je ne trouve pas ça très intelligent, et en tous les cas pas social, au moment de sortie, si c'est proche, j'en sais rien, de sortie de crise sanitaire. Donc ça, c'est une réforme qu'il faudrait remettre aux oubliettes et laisser les partenaires sociaux négocier. Ce n'est pas à l'État de gérer l'assurance chômage. Alors justement, Jean-Claude Mailly, vous en avez connu plusieurs avant qu'il soit président de la République.
Est-ce que vous les avez vus changer entre leur période, on va dire, homme politique et leur période président de la République? Changer humainement, on s'entend, hein. Non, pas réellement. Quel que soit le président, il reste même. Après, la fonction de président peut amener à des modifications, mais pas sur le fond. Et ce qui est important, je considère, quand on est président de la République, c'est notamment, au-delà du gouvernement et des ministres, savoir bien s'entourer dans ses conseillers à l'Élysée, et avoir une confiance avec eux et les écouter sur des domaines où ils ne sont pas spécialistes. Je crois que c'est un élément clé. Alors justement, je vous ai posé une question clin d'œil. Le plus à gauche, c'était Chirac. À entendre votre réponse, c'est plutôt oui. Maintenant, on va aller à l'autre bout. Le plus à droite, c'était qui? Donc, c'est pas Chirac, entre Sarkozy, Hollande et Macron. Je crois qu'on a compris tout à l'heure, il a presque répondu. J'ai des doutes. Allez-y, j'ai des doutes. Non, mais je veux dire, c'était pas une question de gauche-droite pour moi. C'est en fait où ça peut être constructif. Et vous voyez pas, comme vous êtes secrétaire général d'une confédération, vous rencontrez pas le président de la République toutes les semaines. Donc c'est important quand vous le rencontrez que vous puissiez discuter librement avec lui et de savoir si à la fin vous avez une réponse. C'est ça que je voulais dire sur la méthode. Après, attendez, entre nous, ces derniers temps, en tous les cas, entre la gauche et la droite, je vois pas beaucoup la différence. Mais les Français non plus d'ailleurs. Vous ne croyez pas, vous non plus, vous ne croyez plus au clivage gauche-droite alors? C'est pas que je n'y crois plus. Je pense qu'il devrait revenir dans un équilibre démocratique. Mais dans les faits, quand on a vu en tous les cas la gauche et la droite au pouvoir ces dernières années, sur beaucoup de plans, c'était globalement la même politique économique, avec une gauche ou un parti socialiste, dont je fus longtemps membre en ce qui me concerne, un parti socialiste qui a eu tendance à quitter le social pour aller sur le sociétal. Or, le social, c'est quelque chose d'important. Vous savez, je me souviens toujours, en 2002, quand Lionel Jospin avait été malheureusement éliminé du deuxième tour de la présidentielle, Pierre Mauroy, à l'époque, avait dit « mais je crois que le Parti socialiste a oublié la classe ouvrière ». Pierre Mauroy avait dit ça dans Le Monde. Il n'avait pas complètement tort. Quand on quitte le social pour le sociétal, on s'occupe moins des gens. Jean-Claude Mailly, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont envie de réagir, en tout cas à vos propos, et qui ont envie d'échanger avec vous au 0826 300 300. Vous nous appelez bien sûr à Sud Radio. Et notamment, il y a Hervé qui nous appelle d'Antony. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Oui, j'écoute avec attention. C'est très intéressant ce que dit Monsieur Mailly sur les syndicats, sur la vie politique, sur le rapport entre lui et puis les présidents, etc. Mais ça me fait penser à une réflexion, si vous voulez, sur l'histoire ouvrière, du monde ouvrier, des classes ouvrières, etc. C'est vrai que c'est le problème gauche-droite. Quand on regarde l'histoire depuis la Révolution française, on se rend compte, si vous voulez, que en 1791, la loi Le Chapelier, donc la Révolution a interdit les coalitions ouvrières. Qu'en 1864, c'est sous le Second Empire, donc c'est pas particulièrement à gauche, que le droit de grève était rétabli, si vous voulez. Qu'il y a beaucoup de choses, si vous voulez, qu'on a oubliées. Par exemple, en 1928, les assurances sociales. À l'époque, le Parti communiste était vent debout. Il considérait que les assurances sociales étaient fascistes. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que dans les centrales syndicales, FO en particulier, on ne devrait pas, si vous voulez, avoir une histoire un peu plus complexe sur l'histoire ouvrière et sur les lois en particulier? Vous êtes historien, vous, Hervé, hein? Oui, je suis historien. C'est ça. Oui. On va laisser répondre Jean-Claude Mailly, mais restez avec nous. Il y avait une question sous-jacente. Napoléon III est-il plus à gauche que François Hollande? Mais non, c'est Jean-Claude Mailly qui va répondre. Allez-y, Jean-Claude Mailly. Oui, écoutez, c'est ce que vient de dire l'éditeur est juste. Hervé, ce que vient de dire Hervé est juste. Il y a eu pas mal de choses qui ont été accordées d'une certaine manière par des gouvernements qui n'étaient pas connus pour être de gauche. Il a cité plusieurs exemples, mais je vais peut-être provoquer. On le dit rarement, mais la retraite par répartition, c'était en 1941 que ça a été créé. Après l'échec des retraites par capitalisation, en 1941, c'était Pétain. Alors qu'on peut par ailleurs condamné pour plein d'autres choses, mais le système de retraite par répartition, il a été mis en place à ce moment-là. Alors après, il y a eu des périodes aussi où il y a eu de grandes avancées avec, je pense à l'après-guerre, en 1945, les travaux du Conseil national de la résistance menés pendant la guerre qui ont donné lieu, par exemple, à la création de la sécurité sociale, c'était à la fois la gauche, à l'époque, les syndicats, et c'était aussi la gauche avec le Parti communiste, et c'était aussi les gaullistes qui avaient réussi à se mettre d'accord. Moi, je pense d'ailleurs aujourd'hui que ce serait peut-être utile
compte tenu de la situation économique et sociale, de la crise sanitaire que l'on traverse encore, de tous ces exemples qui montrent que la France est fracturée. Je renvoie par exemple au livre de Jérôme Fourquet sur l'archipel français. Ce serait peut-être pas stupide, à la sortie de crise, de faire ce que j'appelle moi un Conseil national de la reconstruction, un peu sur le même modèle pour voir les grandes réformes qu'il faut mettre en place dans notre pays. Vous voulez réintervenir peut-être, Hervé ? Oui, bah écoutez, non, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais j'ai pas été, Jean-Claude Mailly m'a pas vraiment répondu sur le fait de vouloir, si vous voulez, réinstituer, reformuler l'histoire ouvrière pour éviter justement, si vous voulez, d'avoir des discours qui tournent dans le vide et sur lesquels on ne tient plus compte des faits et donc, si vous voulez, réintroduire l'histoire en fait. C'est que, parce qu'il vient de parler justement de la fracturation à la société française, et vous savez très bien qu'il y a des offensives, notamment de ceux qu'on appelle, alors là on est peut-être loin, mais pas si loin que ça, des décoloniaux, des indigènes de la République, etc., qui cherchent justement à empêcher l'histoire de s'exprimer, et notamment, je suis sûr, l'histoire ouvrière. Jean-Claude Mailly. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Vous savez, je suis en train de lire un livre que je l'ai pas fini, mais qui est intéressant. Ça s'appelle La Révolution racialiste de Bloch Côté, qui est un Canadien, qui est intéressant. Et quand j'entends le président de la République parler de déconstruction, par exemple, ça me choque d'une manière ou d'une autre. On ne va pas déconstruire l'histoire. Mais dans les formations syndicales, au moins à Force ouvrière, mais je pense que c'est pareil dans d'autres syndicats, on rappelait tout ça. Mon organisation, quand je n'ai plus aucun mandat aujourd'hui, mais je la connais bien quand même, cette organisation est très républicaine, par exemple, avec l'attachement aux valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Donc ça fait partie des éléments, et la République a marqué énormément le syndicalisme. Et c'est vrai qu'il ne faut pas retravailler l'histoire. L'histoire, elle a ses faits, elle a ses périodes, y compris il y a des choses qui ont été obtenues sous des gouvernements dits de droite et puis des choses qui ont été remises en cause sous des gouvernements dits de gauche. On parlait de l'histoire et de l'histoire d'aujourd'hui, Jean-Claude Mailly. Il y a un chapitre dans votre livre, ça s'appelle « Crise du syndicalisme ou simple trou d'air ». Est-ce qu'on peut parler d'une crise du syndicalisme depuis les Gilets jaunes ? Vous faisiez allusion tout à l'heure. Non, moi je ne crois pas au terme de crise du syndicalisme au sens où le syndicalisme n'aurait plus de raison d'être, d'une manière ou d'une autre. Les syndicats de salariés, c'est fait pour défendre et représenter les salariés, qu'ils soient actifs, chômeurs ou retraités. Alors que le syndicalisme rencontre des difficultés, ça n'est pas d'aujourd'hui, et c'est pas spécifique à la France. Vous savez, quand on est dans des périodes de crise, sans parler même de la crise sanitaire qui en rajoute, c'est quand le syndicalisme n'est pas conquérant, c'est le cas depuis quand même pas mal d'années en France et ailleurs, les gens ont moins tendance à se syndiquer. Qu'il y ait des problèmes d'adaptation nécessaires du type l'insuffisante présence syndicale dans des petites entreprises, dans les sociétés de la tech, les problèmes des travailleurs des plateformes, etc. Ça c'est vrai, il y a des champs à investir encore pour le syndicalisme. Donc c'est pour moi plus un trou d'air qu'une véritable crise. Les Gilets jaunes, c'est aussi un des éléments, c'est pas le seul bien entendu, c'est le fait que les ponts étaient quasiment rompus à un moment donné entre le pouvoir politique et les organisations syndicales. Il n'y avait plus vraiment de discussion. Et en plus, il y a eu ensuite des problèmes qui ont été posés par les Gilets jaunes, qui étaient des problèmes réels, qui ne sont pas réglés d'ailleurs aujourd'hui. À la fois la question de l'emploi, la question des conditions de travail, la question du pouvoir d'achat, ce qu'ils ont pris, ce que beaucoup, salariés ou non d'ailleurs, il y avait des artisans et tout ça, ont pris comme une provocation. Moi, je prenais souvent l'exemple du couple qui a dû quitter la ville, qui a dû s'installer à 15-20 km, qui travaillent tous les deux, ils ont besoin de 2 voitures, ils roulent au diesel et ils se chauffent au fioul. On avait tendance à leur dire, vous êtes de mauvais citoyens parce que vous ne respectez pas l'environnement. Ça, c'est une provocation. Ils l'ont pris à juste titre comme une provocation. Alors, les Gilets jaunes ont reposé sur de vrais problèmes qui ne sont toujours pas réglés. Après, ça a évolué vers des choses plus politiques, mais en même temps, ce que je veux dire, c'est qu'un mouvement comme les Gilets jaunes qui a été important, mais il n'a pas de représentants. Et quand il y a une crise comme ça, vous ne savez pas avec qui vous pouvez négocier, puisqu'il n'y a pas de représentant mandaté. C'est ça le problème. Dans une démocratie, il faut de la démocratie directe, mais il faut aussi de la démocratie représentative, avoir des interlocuteurs qui sont mandatés, que l'on peut contester, ça c'est autre chose,
et qui peuvent s'engager. Mais justement, Jean-Claude Mailly, le problème majeur, c'est pas que, regardez aujourd'hui les partis politiques, il n'y a plus beaucoup d'adhérents, encore moins de militants, et les gens n'y croient plus. Et même chose pour les syndicats, c'est un peu ce qu'a écrit Michel Maffezoli dans son dernier livre, il était chez André Berkoff il y a quelques jours, où il dit que maintenant on est arrivé à l'heure des révoltes. Est-ce que c'est pas ça le vrai problème ? Écoutez, là, on est dans une période difficile. C'est évident qu'il dure depuis longtemps. Moi, je pense qu'il faudra revoir complètement, et c'était en cours avant la crise sanitaire, ça a commencé, la politique économique menée depuis les années 80, qui a été menée par tous les gouvernements successifs. Je disais souvent aux militants, alors ce que je vais dire ne change rien concrètement, mais prenez conscience d'une chose, 25 ans dans la vie d'un individu, c'est long. 25 ans dans la vie d'une société, c'est rien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être dur à vivre personnellement, mais en même temps, 25 ans, c'est rien dans l'histoire d'une société. Et je pense qu'il y a des oscillations, il y a des moments où le syndicalisme obtient des choses, arrive à négocier de bons accords, et il y a des moments où c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est vrai en même temps que, pour paraphraser Macron, en même temps, c'est vrai que le peuple français, j'ai toujours considéré que c'était un peuple très politique, qu'il attendait beaucoup de ses responsables, et quand ses responsables déçoivent, il peut se révolter. Les Gilets jaunes, ça aussi. C'est ça. Jean-Claude Mailly, vous restez avec nous, on poursuit cette conversation dans quelques instants. Vous aussi, qui nous écoutez sur Sud Radio, vous n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 si vous voulez échanger. Il est 10h moins le quart. Et à presque 10h moins 10, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Claude Mailly, l'ex-secrétaire général de Force ouvrière, pour parler de son livre Manif et chuchotement, un syndicaliste dans les secrets de la République, aux éditions Flammarion, pour ceux qui nous regardent sur sudradio.fr. Philippe nous montre le livre, la couverture. Livre. Il y a même Jean-Claude Mailly en couverture d'ailleurs, un syndicaliste dans les secrets de la République. C'est très bien écrit en plus, soit dit en passant. Jean-Claude Mailly, Jean-Claude Mailly, vous le disiez tout à l'heure, la gauche socialiste a oublié la classe ouvrière, et ça ne date pas d'hier. Comment vous la voyez, vous, la présidentielle de 2022 ? Écoutez, je crains que ce soit assez violent. Quand je dis violent, je ne parle pas physiquement, mais une campagne dure. Et d'une certaine manière, ce qui se passe aujourd'hui avec les régionales, c'est un avant-goût de ce qui peut se passer à la présidentielle. Donc avec des coups bas, des coups tordus, etc. Bon, ce ne serait pas la première fois en politique, mais je crains effectivement que ce soit une campagne dure. Et l'on voit très bien que les deux grands partis qui, jusque maintenant, rythmaient un peu la vie politique, à la fois les Républicains d'un côté, le Parti socialiste de l'autre, ne sont pas en très bon état l'un et l'autre, quoi. Donc, ça risque de faire des tensions préjudiciables. Et imaginez un seul instant que quel que soit celui qui gagne l'élection présidentielle, demain, celui ou celle, qu'il ou elle soit élu président de la République et qu'il n'ait pas de majorité derrière. Ça, c'est quelque chose, je crois, aujourd'hui qu'on ne peut pas exclure. Donc, ça peut être non seulement une campagne compliquée, mais l'après-campagne difficile. Ça, c'est une vraie question. Quand on lit votre livre, Jean-Claude Mailly, on apprend que finalement, vous avez un petit côté Astérix le Gaulois, ou plutôt Obélix le Gaulois, parce que, enfin, pas pour la ligne évidemment, parce que le syndicalisme, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, comme Obélix dans la potion magique. Je suis issu d'une famille de militants, c'est vrai. Bon, c'est pas héréditaire non plus, ce genre de choses, c'est évident. Bon, on n'est pas avec le gène syndical, ça, c'est sûr. Bon, mais c'est la vie qui m'a amené à militer très rapidement et être appelé et prendre successivement des responsabilités. Oui, mais j'ai notamment eu... mon père était militant et un arrière-grand-père qui était assez connu dans le Pas-de-Calais, qui était mineur et qui avait un surnom. Il y a une rue à Lens à son nom d'ailleurs. Henri Mailly, le Jaurès des mineurs. Le Jaurès des mineurs. Jaurès, c'était les mineurs, mais de Carmaux, dans le sud. De Carmaux, lui, oui, un peu plus au sud. Ah oui, beaucoup plus au sud. Mais vous le racontez, chez les Mailly, on est syndicaliste un jour, syndicaliste toujours. Vous racontez votre enfance. C'est vrai que vous ne parlez pas uniquement de vos rapports avec les présidents ou les politiques. Vous parlez aussi de vous, cette enfance, dans la France des 30 Glorieuses. À l'époque, ascenseur social, mérite républicain, ça avait un sens, Oui, bien sûr, et ça a diminué. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le phénomène de déclassement. Regardez par exemple les grandes écoles ou l'ENA, l'École nationale d'administration. Quand vous regardez l'origine sociale des gens qui rentrent à l'ENA, il y a moins aujourd'hui d'enfants de
classes défavorisées que juste après-guerre, par exemple. Hein. Donc il y a on a plus ce mérite républicain, en fait, beaucoup moins en tous les cas. Hein, si on fait des études, si on y arrive, etc., on peut grimper tous les échelons. Pas que ça n'existe plus, mais c'est moins prégnant qu'avant. Et je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître bizarre. Est-ce que vous auriez pu être syndicaliste ailleurs qu'à FO? Pas moi, à la CGT, à la CFDT, à la CFTC? Non, je ne crois pas. Pour être franc, moi, quand j'étais étudiant, j'étais même critique sur FO, que je trouvais trop mou comme syndicat à l'époque. Bon, quand on n'est pas comme ça étudiant, on ne l'est jamais après. Bon. Mais ensuite, c'est à la fois pourquoi FO, pas simplement pour des raisons familiales, c'est que j'ai considéré que c'était le syndicat où on était le plus libre. On ne vous demande pas ce que vous pensez politiquement, quelle religion vous avez, ce n'est pas le problème. On peut être adhérent où on veut, par ailleurs, ça fait partie de votre vie de citoyen, mais on ne parle jamais de ça dans l'organisation. On ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion, etc. Et j'ai senti un vrai sentiment d'indépendance et de liberté. Et c'est pour ça que j'ai adhéré à FO à l'époque. Sauf qu'à la fin, vous comparez un petit peu FO à une auberge espagnole quand même. Hein. Oui, mais l'une des conséquences de cette liberté, c'est qu'FO, c'est effectivement une auberge espagnole. Vous pouvez avoir des adhérents qui politiquement ou ne pensent rien, enfin quand je dis ne pensent rien, n'ont pas d'attache particulière, mais ne sont pas adhérents à un parti, mais vous pouvez avoir à la fois des gaullistes ou des républicains, des socialistes, des anarchistes, des trotskistes, etc. Ouais. Vous avez de tout, FO, ça veut dire. Ouais. Alors justement, vous avez beaucoup parlé des présidents que vous avez croisés. Vous avez croisé d'autres leaders syndicaux hors de FO. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué? Écoutez, moi, il y en a trois avec qui j'ai pu avoir des relations, amitié, peut-être pas jusque-là, mais enfin des relations vraiment de confiance. Un que j'ai connu, je n'étais pas secrétaire général, c'est un ancien secrétaire général de la CGT, qui était Louis Vianney. Oui. Qui était pourtant de fibre communiste, etc., mais c'était un type réglo et sympathique. Après, il y a eu un président de la CFTC avec qui je me suis beaucoup entendu, c'était Jacques Voisin, et le troisième avec qui c'était dur au début, mais avec qui on a créé un lien d'amitié, c'est Laurent Berger de la CFDT. Dites-moi, pour terminer, il nous reste encore quelques minutes, mais pourquoi publier ce livre de mémoire là, maintenant? Écoutez, pour être franc, je n'avais pas prévu de faire un livre. Et c'est l'éditeur avec une journaliste qui sont venus me trouver en disant ce serait bien que. Au début, j'ai hésité et puis j'ai dit bon, pourquoi pas. Ça me permet de raconter certaines choses, y compris sur les réformes qui m'apparaissent nécessaires, et puis aussi de rappeler les conditions de mon départ. J'en avais besoin parce que. Oui, tout simplement parce que quand dans la rue, parfois ou ailleurs, des militants mais de terrain me reconnaissent, discutent avec moi, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Donc je voulais expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Vous étiez syndicaliste, maintenant vous êtes chef d'entreprise. Ouais. Est-ce que c'est la même chose de diriger une entreprise ou un syndicat ? Alors bon, c'est une entreprise où je suis tout seul, donc je n'ai pas de salarié. C'est déjà une entreprise, excusez-moi, elle a un numéro RCS, etc. Oui, non, je veux dire, je n'ai pas une responsabilité d'employeur, c'est ça que je veux dire, mais je suis chef d'entreprise, effectivement, j'ai créé ma structure. Moi, je n'ai pas changé, dans ma tête, je n'ai pas changé, moi je suis un social-démocrate, réformiste, etc. Mais ça me permet de continuer à travailler sur la question sociale, notamment sur ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, et de travailler ici ou là, par exemple. Dans une des entreprises avec laquelle je travaille, on est en train de mettre un projet, on va investir dans des PME sur des critères sociaux. Voilà, ça fait partie, c'est un autre angle de vue, mais pour la même chose. Ouais, c'est ça. Et comme vous dites, et comme vous l'écrivez, pour moi, militer, c'est être optimiste. On sent que vous le restez optimiste. Hein. Tout à fait, sinon on fait autre chose. C'est ça. Optimiste, ça veut pourquoi ? Parce que je considère que ce que les hommes et les femmes ont fait, ils peuvent le défaire. On peut changer les choses, mais pour changer les choses, il faut militer. On milite où on veut, mais il faut militer. Mais quand on milite, excusez-moi, on chuchote pas, on s'exprime haut et fort, contrairement au titre de votre livre. Bien sûr, je suis d'accord, mais bon, il y a quand même, parce que là aussi, les palais de la République, etc., vous savez, quel que soit le président ou un ministre, c'est un homme ou une femme. Bon, alors à partir de là, comme disait Montaigne, on est toujours assis que sur ses fonds derrière. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly, pour ce très bon livre. C'est vraiment un livre sympa à lire, Manifs et Chuchotements de Jean-Claude Mailly, publié aux éditions Flammarion. Ma chère Laurence, merci Jean-Claude.